garderai ton livre. Ça prend une évidence, tu vois, un peu comme ça. C'est un miracle si on n'a pas la pluie. Je commencerai à parler là, à peu près. Le sexe n'est pas une affaire de morale, André Comte-Sponville. D'abord, c'est sale. En tout cas, c'est pas loin de la saleté, comme dirait Proust. Il parlait de l'homosexualité. Il y a des soucis immédiats de propreté. C'est nécessaire. Et puis c'est quand même une façon de tenir l'autre comme le moyen de son plaisir avant d'en faire une fin en soi. Oui, bien sûr, le sexe, en tant qu'organe, n'est pas moral. La sexualité, en tant que pulsion ou fonction, non plus. Mais l'érotisme a bien à voir avec la morale. La sexualité, en tant qu'elle est vécue, a bien à voir avec la morale. D'ailleurs, si c'est sale, vous citez le mot de Proust, c'est pas d'un point de vue hygiénique, c'est qu'on sent bien qu'il y a un problème malgré tout, une tension entre la sexualité et la morale. Or, nous sommes voués à l'un et à l'autre. Donc le sexe, en tant qu'il est naturel, bien sûr, n'a rien à faire avec la morale, mais la sexualité, a fortiori l'érotisme, en tant qu'ils sont aussi culturels, ont bien sûr à voir avec la morale. C'est dire donc que le sexe et la sexualité, ou plus exactement que la sexualité n'est pas réductible au sexe. Voilà, elle n'est pas que la célébration qu'est la sexualité n'est pas réductible à son avatar peut-être le plus joyeux, qui serait le sexe. Voilà, elle n'est pas réductible à la physiologie, elle n'est pas réductible à la nature, par en bas, ni à l'amour par en haut. Et ce qui m'intéresse au fond peut-être le plus, c'est que justement la sexualité vécue se situe entre la partie la plus animale en nous, la plus naturelle, la plus amorale en ce sens, et aussi la partie la plus culturelle, la plus élevée, la plus sublime, comme dirait Freud, qui est l'amour. Et dans cette interface se joue justement la singularité de la sexualité. Et de ce point de vue, le sexe n'est pas un organe comme un autre. Effectivement, si on le tient comme un organe, si on le prend pour un organe, et pas comme la métaphore aussi de ce qu'il pourrait signifier, mais c'est de sexe plus que de sexualité que nous parlons aujourd'hui, et aussi de la question de savoir, au fond, si c'est une phrase de Schopenhauer, si la persistance de l'espèce humaine ne prouve pas tout simplement sa lubricité. Et si, en définitive, cet élément non moral de nos existences n'est pas l'instituant fondamental, la condition d'abord de nos vies, et également ce qui les gouverne et les oriente. Oui, bien sûr, Schopenhauer a raison, la sexualité, mais bien d'autres l'ont dit avant lui, la sexualité est au service de la reproduction de l'espèce, elle est au service de la vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs elle se soucie peu du bonheur individuel. Elle n'est pas au service de l'individu, dit Schopenhauer, elle est au service de l'espèce. Sauf que c'est toujours un individu qui fait l'amour. Et on retrouve là encore une tension entre la part en nous qui se joue au service de l'espèce, la sexualité est au service de la reproduction pour ce qui est de la nature. Mais pour ce qui est de la culture ou de notre vie, bien évidemment, on ne fait pas l'amour seulement, ni surtout pour faire des enfants. On fait l'amour pour le plaisir de le faire. Donc il y a quelque chose, attention, voilà, il y a quelque chose dans l'humanité, mais il faudrait savoir d'ailleurs si on s'arrête à l'humanité, ou alors peut-être que ce qu'on appelle l'humanité va plus loin que l'homme, que le règne humain. Si le propre de l'humanité, c'est de ne pas seulement faire l'amour pour se reproduire, alors, dans ces conditions, la sexualité ou le sexe n'est pas normatif chez l'homme, ne fonctionne pas comme une norme, n'est pas une nécessité. Mais c'est un plaisir, c'est une joie, c'est un caprice, c'est quelque chose qui dépend non pas de la volonté, mais pas seulement de l'instinct, mais également tout simplement du désir. Oui, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de normes. C'est justement parce qu'il n'y a pas de normalité ou de normativité intrinsèque au sexe que nous, en tant qu'individus sexués, mais humains, mais civilisés, culturels, nous avons besoin d'inventer ou de réinventer des normes. Des normes ou des positions, par exemple? Des usages? Éventuellement aussi des positions. Mais ces premières images, les deux premières images dont on va parler maintenant, sont signifiantes à cet égard. Et on peut se demander si on n'est pas ici en présence d'une forme d'humanité, justement, dans la mesure où les deux positions, surtout les bonobos d'ailleurs, qui adoptent la position dite du missionnaire, mais également d'ailleurs nos amis les lions, qui, à la différence des humains, peuvent s'accoupler 50 fois en 24 heures. L'un comme l'autre adopte ici des positions qu'on pourrait
en un sens tenir pour humaine. C'est particulièrement frappant avec les bonobos, mais avec les lions aussi, avec le regard de la lionne et du lion qui adopte ici en écartant les jambes, ce qu'on a envie d'appeler des jambes ici, écartant les jambes à la façon dont les humains qui pratiquent la sodomie, par exemple, peuvent le faire. Oui, position humaine, mais parce que quand nous faisons l'amour, ce sont des positions animales. Autrement dit, nous sommes des animaux. La différence de ce point de vue entre les bonobos et nous, dont il faut rappeler qu'ils ont 98,4% de gènes communs avec nous. La différence, c'est que selon toute vraisemblance, quand ils font l'amour, c'est un comportement purement naturel. Et pas tellement voué à la reproduction. Je doute fort qu'ils pensent à faire un petit. Il est voué au plaisir. Mais ça veut dire que ce qu'il y a de spécifiquement humain, ça n'est pas le fait de faire l'amour pour le plaisir de le faire et non pas pour faire des enfants. Eux aussi, les bonobos le font pour le plaisir. Le lion et la lionne le font pour le plaisir et pas pour faire des enfants. La singularité humaine, c'est ce que dit Bataille, c'est que lorsque nous faisons l'amour, nous nous confrontons à une forme d'interdit. L'interdit vague qui pèse sur la sexualité, dit Bataille. Autrement dit, l'érotisme commence à la transgression. Et on peut imaginer que les bonobos ou le lion et la lionne n'ont pas ce sentiment de transgression. Et donc, ils pratiquent le coït. Ça n'est pas de l'érotisme. Et c'est pourquoi je crois que Bataille a raison de dire que l'érotisme est le propre de l'homme. Parce qu'il n'y a érotisme que là où il y a transgression. Il n'y a transgression que là où il y a interdit. Il n'y a interdit que là où il y a morale, culture. Et comme il n'y a, selon toute vraisemblance, de morale, en tout cas, développée que chez l'humanité, on peut dire qu'en effet, l'érotisme est le propre de l'humanité. De sorte que rien n'est moins érotique qu'une doctrine qui ferait valoir que nos mœurs puritaines nous interdisent de faire l'amour dans la rue, comme on attendrait le bus ou comme on mangerait un hot dog. Sans aucune morale, ça serait en vérité s'interdire l'érotisme. Bref, les bêtes ne savent pas ce qu'elles perdent. Je ne doute pas du plaisir intense que trouve ce couple de bonobos dans la pratique sexuelle. Mais je pense qu'il n'y a pas le même trouble qu'il y a chez nous. Oui, objection quand même. Hein. J'attire votre attention sur la nature du regard et le sourire ici. C'est une rencontre. C'est une rencontre. C'est manifestement une rencontre. Le regard est troublé. On est dans une tendresse extatique ici. Alors peut-être est-ce pur anthropocentrisme de ma part, je crois pure projection. J'ai envie de penser, voyant cette image, qu'il y a ce qu'on pourrait appeler du sentiment ici. Ils font l'amour, voilà. Ils font l'amour. Ils font l'amour. Et donc, ça n'est pas ça la différence. La différence, me semble-t-il, c'est justement présence ou pas de transgression, et donc ce trouble qui est autre chose, parce que nous avons d'autres pulsions que sexuelles. Quand on mange, le fait de manger, l'alimentation est aussi naturel, mais il n'y a pas le même trouble, parce qu'on a le sentiment que manger, ça fait partie de la normalité. Faire l'amour, ça n'est jamais tout à fait normal, jamais tout à fait anodin. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que même les peuples qui vivent nus se cachent pour faire l'amour. Ce que les animaux, les grands singes par exemple, ne font jamais. Or, si on se cache pour faire l'amour, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose de honteux. Pudor, en latin, d'où vient pudeur, ça signifie la honte. Et c'est très étonnant, parce qu'au fond, faire l'amour, bien sûr, ça n'est pas coupable. Comment se fait-il que nous ayons honte ou que nous soyons gênés de montrer... De ce qui non seulement n'est pas coupable, mais nécessaire. Qui est nécessaire naturellement et culturellement innocent. Et pourtant, on se cache pour faire l'amour. Et ça n'est pas moins délectable pour autant, je crois que ça l'est davantage. J'ai envie de dire que la pudeur est la plus érotique de nos vertus. Parce que c'est justement parce que nous vivons habillés, parce qu'on n'ose pas se montrer, a fortiori, quand on fait l'amour, qu'il y a un tel trouble, un tel plaisir à se déshabiller devant l'autre, pour l'autre, ou à déshabiller l'autre. La nudité est érotique, donc la pudeur est érotique. Et la nudité est d'autant plus érotique que nous sommes aussi des animaux pudiques. Mais tout de même, comment expliquer alors, dans ces conditions, que nous puissions montrer à l'image ce genre d'image à une heure où les enfants sont susceptibles de regarder la télévision, alors qu'il ne nous serait même pas venu à l'idée de montrer des humains dans ces deux positions-là, à l'heure à laquelle l'émission que nous sommes en train de faire, en train d'enregistrer, sera diffusée ou est diffusée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'espèce de pudeur dont vous parlez ici est une pudeur qui ne fait pas l'économie d'une certaine forme de franchise, de disponibilité, d'accession à l'autre. La pudeur disparaît dans l'espace que forment deux individus entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la pudeur est abolie. Et puis quand même, troisième remarque, le porno, ça existe. Oui, mais je dirais la pudeur abolie chez nous parfois. Chez eux, elle n'est pas abolie parce que je pense qu'il n'y a jamais eu de pudeur. Et c'est en ce sens que la pudeur est un sentiment proprement humain. Ce que j'aime aussi dans l'autre image, c'est la sauvagerie.
Et il faudrait, au fond, réfléchir sur ces deux images, la tendresse, l'amour, la rencontre, le partage, le sourire de cette femelle bonobo, et la sauvagerie du rut. Or, quand nous faisons l'amour, nous oscillons au fond entre les deux. Et à nouveau, une partie du trouble délicieux de la sexualité tient à cette tension entre l'extrême douceur, la tendresse et la violence, finalement, du coït. Mais le porno, ça existe. Hein. C'est même, aujourd'hui, on va pouvoir le constater tout à l'heure devant la chapelle Sixtine, vous verrez, le porno est omniprésent. Et on est là, malgré tout, dans quelque chose, dans un phénomène, sinon érotique, du moins excitant, ou qui prétend l'être. Hein. Oui, et ce qui montre là encore qu'il y a quelque chose de Comment comprendre l'excitation que suscite la suppression totale de la pudeur, justement, et le fait que, pour le coup, des individus soient non seulement fassent l'amour devant d'autres, mais soient même payés pour le faire. Mais je crois qu'il n'y a pas de suppression totale de la pudeur. C'est justement parce que nous restons pudiques que le porno nous trouble à ce point. Et nous trouble d'autant plus d'ailleurs que ces images, presque toujours d'une vulgarité, d'une bêtise extrême, surtout d'une qualité esthétique nulle, malgré tout, on regarde ça, et on n'est pas tout à fait indifférent. Et ça veut dire que même la sexualité la plus basse, la plus vulgaire, la plus banale, parce que le porno pour amateurs vous montre des coïts parfaitement normaux, ordinaires, et pourtant il y a ce trouble. Alors qu'on ne verrait pas le même trouble si on nous montrait des gens en train de manger au restaurant. Vous voyez, et à nouveau, on retrouve ce qu'il y a de singulier dans la sexualité. C'est parce que nous ne sommes pas des bêtes que pratiquer l'amour comme des bêtes est à ce point troublant. Et donc la sexualité nous permet de vivre à la fois nos deux dimensions qui nous constituent. La dimension animale, nous ne sommes pas des bêtes mais nous sommes des animaux, et la dimension spécifiquement humaine, culturelle, nous sommes doués d'esprit. Bref, faire l'amour comme une bête, comme on dit, n'est troublant pour nous que parce que nous ne sommes pas des bêtes. Et ce que le porno illustre, c'est quand on transgresse ces frontières, quand on essaye de ramener la sexualité à sa dimension purement animale, ça nous trouble d'autant plus que, justement, nous ne sommes pas que des animaux. De là les attirails, d'ailleurs, qui vont avec le porno. Madame qui garde ses talons, par exemple. Oui, parce qu'on joue sur la différence, sur la frontière nature-culture. Voilà, nature-culture. Elle est toujours un peu vêtue. Et la femme qui garde ses chaussures, par exemple, nous rappelle qu'elle n'est pas un animal. Autrement dit, qu'elle n'est pas comme la femelle bonobo que nous regardions à l'instant. Et cette culture-là, loin d'entraver la sexualité, comme certains voudraient le croire un peu naïvement, au contraire, la redouble, la rend encore plus désirable, encore plus forte, encore plus délectable. Alors, regardez ces belles images. Le ballet mécanique de Fernand Léger, Kiki de Montparnasse, le visage extatique de Kiki de Montparnasse. Et peut-être les plus jolies fesses du monde, c'était en tout cas celle de Lee Miller, photographiée par Man Ray. C'est vous qui avez tenu, André Comte-Sponville, à ce que l'on mit en miroir ces deux images de cette nature, un visage et des fesses. Pourquoi? Parce que le visage exprime ce qu'il y a de singulier dans l'être humain. C'est l'objet de l'amour, notamment. On tombe amoureux d'un homme ou d'une femme parce qu'elle est différente de tous les autres. Alors que les fesses, cette singularité passe par le visage. On reconnaît quelqu'un par son visage. Reconnaissons que, sauf extrême acuité du regard et extrême intimité, on peut difficilement reconnaître une paire de fesses. Or, ce qui me frappe beaucoup, c'est une nouvelle tension, cette fois, c'est une assertion non discutable, plus entre l'animalité et l'humanité, mais entre l'amour et la sexualité. Parce qu'au fond, l'amour, un, aime l'autre dans sa singularité, en tant que l'autre est différent de tous les autres, et deux, a tendance à le porter au pinacle, à le célébrer comme être moral. Au fond, le visage, disait Lévinas, c'est l'épiphanie de la morale en quelque chose. Mais c'est aussi celui qu'on cesse de voir d'ailleurs, au bout d'un moment. Alors que les fesses, à la limite, sont anonymes, parce que le désir sexuel, lui, ne désire pas l'autre dans sa singularité, il l'aime plutôt dans sa généralité. On aime l'autre parce qu'il est différent de tous les autres, alors que le désir sexuel est capable de désirer des centaines, des milliers d'individus. L'homme qui se promène dans une rue, à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, peut croiser des dizaines de femmes qu'il juge tout à fait désirables. Il n'en aime qu'une qu'il reconnaît à la singularité du visage, et il en désire un nombre indéterminé, parce qu'au fond, il désire aussi
les faits, c'est-à-dire le corps, non pas dans sa singularité, mais dans sa généralité, dans son ouverture, si j'ose dire, indéterminée au plaisir sexuel. Mais c'est donner de la singularité une définition presque restrictive. Après tout, la singularité, si le visage était seul garant de la singularité, que faites-vous, par exemple, vous savez, dans l'insoutenable légèreté de l'être, j'y pense là maintenant pendant qu'on discute, Thomas, le héros de l'insoutenable légèreté de l'être, est un séducteur. Il couche avec toutes les femmes qu'il voit, il trompe sa femme avec toutes les femmes qu'il voit. Mais c'est un séducteur intéressant parce que c'est un homme qui recherche dans les femmes d'Ikundera ce millionième de dissemblable. Le millionième de dissemblable. Mais ça passe le plus souvent d'ailleurs par la caresse qu'il préfère, qui est une palpation anale. Et c'est un des éléments du millionième de dissemblable auquel il prétend. C'est dire peut-être que la singularité n'est pas seulement l'apanage d'un visage. Oui, mais c'est dire aussi qu'il s'agit d'érotisme plutôt que de sexualité brute. Il ne s'agit pas de tirer un coup pour parler vulgairement. Non. Et donc aimer l'autre, y compris sexuellement, dans sa singularité, c'est qu'on est déjà à la charnière, à la frontière entre la sexualité et l'érotisme, entre la nature et la culture, une nouvelle fois. Et puis j'avais envie de ces deux images, parce qu'au fond, c'est un reproche que les féministes ont souvent fait aux hommes, or elles ont raison. De désirer les femmes, non pas en tant qu'êtres humains... Il y a des hommes féministes. Oui, j'en fais partie. Justement. Mais de reprocher aux hommes, non pas d'aimer les femmes dans leur singularité d'être humain, mais de les réduire à une paire de fesses. Or, pour une part, encore une fois, les féministes, j'en suis un, ont raison de dire ça des hommes, et j'en suis un aussi. Et je crois qu'au fond, tout ce qu'il y a de civilisé dans notre vie sexuelle doit une part essentielle aux femmes, précisément. Et j'ai envie de dire, voilà, on a les deux aspects. Une partie de la sexualité humaine tente à privilégier les fesses, voire à réduire la sexualité à une affaire de fesses, comme on dit. Alors qu'heureusement, les femmes, si j'ose dire, ont inventé l'amour, peut-être aussi ont inventé l'érotisme, c'est-à-dire nous aident à comprendre que la sexualité ne se réduit pas à une paire de fesses. Depuis le début de cette discussion, nous sommes dans une perspective exclusivement hétérosexuelle, qui tient d'ailleurs peut-être à nos dilections respectives, mais c'est une perspective uniquement hétérosexuelle. Est-ce que vous appliqueriez ce schéma, voilà, à l'homosexualité comme à l'hétérosexualité? Est-ce qu'au fond, la question de la singularité ou de l'altérité est prise en compte, selon vous, de la même manière dans le cas de l'homosexualité ou dans le cas de l'hétérosexualité? Oui, moi je pense que ça ne change. L'un des arguments de l'homophobe, juste pour finir là-dessus, c'est très intéressant, c'était le propos de Christian Van Est, d'ailleurs. Il disait l'homosexualité, c'est le refus de l'autre, qui est un argument très pauvre et qu'on pourrait déconstruire, mais... que répondre, justement, à celui l'homosexualité suppose l'autre. Sinon, c'est de la masturbation, ça n'est plus de l'homosexualité. Non, moi, je crois qu'il n'y a pas de différence essentielle de ce point de vue entre la sexualité hétérosexuelle et la sexualité homosexuelle. D'ailleurs, vous évoquiez la sodomie tout à l'heure. On pourrait évoquer ici la fellation aussi bien. Et d'ailleurs, la fellation, quand on voit le visage, c'est faire l'amour avec un visage. Et à nouveau, si c'est tellement troublant, c'est qu'on fait l'amour avec un être humain dans sa singularité et qu'on ne se réduit pas justement à une simple histoire de fesses. Or, homosexuels ou hétérosexuels, les comportements finalement, reconnaissons-le, se ressemblent beaucoup. Se ressemblent et pourtant sont tous singuliers. Venez, on va faire ce que font les gens qui matent en général, ce qui est un des éléments du trouble d'ailleurs. Si on soulève le rideau noir ici, nous avons sous les yeux le sexe d'Adam et Ève dans une position plus que équivoque. On va aller vers la chapelle Sixtine, regardez. Ce dessin est étonnant, enfin ce dessin, chef-d'œuvre de Michel-Ange. Un des éléments de la chapelle Sixtine est lequel? C'est la naissance de l'humanité, c'est l'entrée dans l'histoire qu'il raconte ici. Hein. C'est aussi la découverte de la pudeur d'ailleurs, et donc de la sexualité. Étonnant de constater quand même, là, que manifestement, me semble-t-il, Ève vient ou s'apprête à faire une fellation à Adam. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. Je ne suis pas sûr que Michel-Ange y ait pensé. Vous pensez sincèrement que Michel-Ange a pu ne pas penser à ça en peignant cela? Je n'en sais rien. C'est une très belle œuvre, évidemment. Moi, ce qui me frappe... Mais c'est une œuvre surtout qu'on demande aux enfants de regarder. C'est le passage de la première image à la seconde. Là, on est dans le péché originel, et là, on est dans la chute. Alors, ils virent qu'ils étaient nus. Et ce que je trouve très troublant dans ce passage de la Genèse, c'est qu'au fond, la faute morale nous voue à la nudité consciente, c'est-à-dire à la pudeur. Là, il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas d'interdit, et donc il n'y a pas d'érotisme véritablement. Et enfin, il y a un interdit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'y a pas de sexualité. D'ailleurs, saint Augustin dit lui-même que
Adam et Ève, dans le paradis terrestre, faisaient l'amour sans concupiscence, sans désir, sans trouble. L'érection, alors, obéissait à la volonté et non pas au désir. La chute, j'ai envie de dire, mais c'est là que l'érotisme commence. Et c'est la seule chose qui me gêne, c'est que l'image d'Ève, on la reconnaît à peine. Elle est devenue tellement, hideuse. Elle est flétrie dans l'intervalle. Alors que notre expérience, à nous, c'est que la femme est d'autant plus belle que justement la sexualité fait l'objet de cet interdit vague, comme disait encore Bataille, parce que l'interdit redouble le désir. Et donc ça n'est pas... Enfin, on part du commencement de l'humanité, le paradis terrestre, et là, vous avez raison, on arrive au commencement de l'histoire, au commencement de la culture, de la civilisation, ce qui nous dit deux choses. Un, la culture suppose l'interdit, et donc vouloir interdire l'interdire, c'est une absurdité, évidemment, c'est retourner à l'état de nature ou au paradis terrestre, ça s'appelle... C'est une contradiction avant d'être une absurdité. Bien sûr, et deux, ça confirme que l'érotisme commence à l'interdit. Felix culpa, la faute heureuse, pas parce qu'elle permet le salut, comme le disent les chrétiens, mais parce qu'elle permet justement l'érotisme. C'est parce qu'il y a interdit et transgression de l'interdit qu'il y a érotisme. Et la vérité, c'est que Ève, bien loin d'être moins désirable, comme pourrait le laisser croire cette œuvre de Michel-Ange, en vérité est encore plus désirable parce que la sexualité est redoublée, renforcée, raffinée par sa confrontation permanente avec la morale, c'est-à-dire au fond avec l'interdit. Elle est surtout non seulement encore plus désirable, mais c'est même là qu'elle fait l'objet d'un désir. Voilà, alors que là on ne le voit pas dans la toile. C'est là où Michel-Ange, à mon avis, passe à côté de quelque chose d'essentiel. Ou alors, il montre comme un châtiment ce que d'autres, comme vous peut-être, pourraient tenir pour une bénédiction. C'est-à-dire justement cette transgression première. Vive un tel interdit qui a donné lieu à une telle transgression, qui nous a contraints à nous reproduire pour nous perpétuer, ou pour ne pas mourir, ou pour trouver une façon de ne pas mourir, et qui nous a contraints aussi à y trouver notre plaisir. Mais la nature du désir est ici en cause ou en jeu. On parle du jardin d'Éden, c'est-à-dire un lieu où rien ne manque. C'est le lieu de l'amour de soi, c'est l'état de nature en définitive. C'est le lieu de l'amour de soi ou d'une plénitude qui ne souffre d'aucun manque. Donc on est vraiment dans la plénitude. L'émergence du désir, qui étymologiquement désigne la nostalgie de l'étoile, le regret de quelque chose, le manque dont qu'il s'agit de combler à l'infini, un tonneau des Danaïdes au fond. Le désir est né de la découverte du manque, d'une faille, d'une scission dans la plénitude. Et émerge à ce moment-là un désir qui en lui-même est problématique, car au fond il n'est jamais satisfait, ou alors une fois qu'il est satisfait, il est triste. Et c'est là que nos vies, dit Schopenhauer toujours, aussi de la souffrance du manque à l'ennui de la possession. Oui, sauf que si c'était vrai, on aurait le choix qu'entre la souffrance du manque et l'ennui, et donc il n'y aurait jamais de plaisir, jamais de bonheur, jamais de joie. Or, Plaisir et bonheur peut-être, joie... Ce que nous prouve l'expérience sexuelle, s'il y a un moment où je ne manque de rien pour ce qui me concerne, c'est justement quand je suis en train de faire l'amour. Qu'est-ce que je désire? Je désire cette femme qui est là, qui se donne, je désire faire l'amour, c'est exactement ce que je fais. Autrement dit, Schopenhauer et peut-être aussi Michel-Ange passent à côté d'une partie de notre expérience sexuelle qui n'est pas celle du manque, qui est celle de la plénitude. Et je soupçonne que chez Michel-Ange, il y a une part de mauvaise conscience morale, peut-être liée à son homosexualité. Entre faire l'amour pour parvenir à l'orgasme ou bien faire l'amour pour faire l'amour, oui, par exemple. Peut-être lié chez Michel-Ange à son homosexualité culpabilisée, culpabilité à tort, mais vécue sans doute comme tel. Peut-être aussi chez Schopenhauer par une espèce de difficulté de vivre. Il y a un côté un peu peine à jouir chez Schopenhauer, si vous me permettez l'expression. Peine à bander, c'est même alors pas que peine dans à jouir, la joyeuse répétitive, l'érotisme est un humanisme. D'accord, mais est-ce l'exigence morale qui est la seule condition ou la condition du plaisir ou de la félicité que vous décrivez? Vous avez parlé de cette joyeuse répétitivité. Bon, merveilleux. C'est vrai qu'on peut considérer que quand on fait l'amour, après avoir fait l'amour, on est triste, ou le désir est atténué, ou satisfait, ou on est repu, je ne sais pas. On peut aussi considérer que faire l'amour est une façon de ne plus en avoir envie. On peut aussi considérer qu'à plus long terme, à plus longue échéance, faire l'amour est une façon d'avoir envie de le faire davantage. Oui, parce que si faire l'amour ne servait qu'à ne plus en avoir envie, la masturbation vaudrait mieux. S'il ne s'agissait que d'aller à l'orgasme par le plus court chemin, reconnaissons que la masturbation, il parvient souvent plus facilement, plus simplement, plus rapidement que le fait de faire l'amour. Mais ce que nous aimons dans le fait de faire l'amour, c'est pas seulement ni surtout l'orgasme, c'est le désir. Et de ce point de vue, je crois que l'érotisme est davantage un art de désirer qu'un art de jouir. Il ne s'agit pas de désirer l'orgasme, il s'agit de désirer l'autre, de désirer l'amour qu'on fait, de désirer le désir que l'on ressent et que l'on inspire.
C'est la différence entre le coït et la masturbation. Ce sera le mot de la fin, d'ailleurs. Vous savez, le coït, mais ça, c'est les pessimistes qui le disent. Hein. Le coït est une façon de faire l'amour avec un autre en pensant à soi, et la masturbation est une façon de faire l'amour avec soi en pensant à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Alors, quelqu'un disait aussi que se masturber, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Eh bien, je crois que justement, ce n'est pas vrai. Parce que le coït nous montre qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment et que c'est encore meilleur. Et que pourtant, c'est un autre. Et c'est un autre. Et c'est parce que c'est un autre que c'est si bon, évidemment.